večer, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním večeru měsíci autorského čtení v divadle Husa na provázku. Hostem dnešního večera je francouzský spisovatel, dramatik a novinář Jacques-Pierre Amet. Představí nám dnes svou knihu Brechtova Milenka, která vyšla v roce 2003 a získala prestižní Goncourtovu cenu. A v tomtéž roce byla také přeložena do češtiny. Pan spisovatel se celý život zajímal o Brechtovo dílo a o celou německou literaturu a je také blízkým přítelem Milana Kundery. Přivítejte prosím tedy Jacques-Pierre Ameta. Chaque Berlinois, il restait une coupure. Comme dans la tête de chaque intellectuel français, il y avait une sorte de, au fond, de trouble sur le fait que l'effondrement du bloc communiste en Europe n'était pas une chose simple, comme on le disait souvent dans les journaux, ni une victoire simple, mais quelque chose d'incroyablement troublant, puisque toute ma jeunesse avait été passée en Normandie, en France, avec la présence américaine dans ma région, et que les professeurs que j'avais eus à l'université m'avaient énormément encouragé à lire les écrivains importants d'Allemagne de l'Est, et notamment, évidemment, quand on aime le théâtre comme moi, il était évident que le travail de Bertolt Brecht restait quelque chose, et reste quelque chose qui est actuel. Návrh na tuto knihu vznikl poté, co jsem navštívil Berlín a uvědomil jsem si, že i když je Berlín už sjednocený, v hlavě každého Berlíňana zůstává ta zeď, která dříve město dělila. A je to vidět i na bývalém východním bloku, že vlastně tam zůstává nějaké oddělení. A já, když jsem studoval v Normandii, tak mě učitelé velice povzbuzovali, abych četl právě autory východního bloku. A tím pádem jsem samozřejmě narazil i na Bertolda Brechta, protože pokud máte rádi divadlo a čtete východní literaturu, tak se mu těžko můžete vyhnout. Nyní přečtu ukázku. Donc je vais lire le premier chapitre de ce roman. Přečtu tedy první kapitolu tohoto románu. Nous sommes à Berlin-Est en 1948. Vous voulez traduire? Jsme ve východním Berlíně v roce 1948. Je lis un paragraphe. D'accord. Très bien. Bon. Donc, chapitre 1. Il resta un long moment à regarder défiler les forêts et leurs rousseurs. À la frontière interzone, Brecht descendit de voiture, entra dans le poste de police allemand et téléphona au Deutsches Theater. Sa femme, Hélène Weigel, se dégourdit les jambes autour de la voiture et un camion blindé rouillait dans un fossé. Une heure plus tard, 3 voitures noires vinrent chercher le couple. Il y avait Abush, Becher, Yering, Dudoff, tous membres de la Ligue culturelle. Ils expliquèrent
que la presse attendait à la gare, et Brecht dit « Comme ça, nous en sommes débarrassés ». Il sourit, Hélène sourit, Becher sourit, Yering sourit un peu moins, et Dudoff ne sourit pas. Les bras encombrés d'un bouquet de marguerites, Hélène Weigel se tenait droite au milieu des officiels, tailleur noir, visage osseux, regard sévère, cheveux tirés, elle était souriante et inflexible. Bertolt Brecht serra quelques mains, visage blanc, visage gris. Le couple resta immobile au milieu des manteaux des officiels de la Ligue culturelle. Tout le monde avait l'air impressionné par ce Brecht au visage rond, avec ses cheveux peignés sur le front à la manière d'un empereur romain. Voir enfin le grand Bertolt, le dramaturge allemand le plus célèbre, revenir sur le sol allemand après 15 années d'exil. Quand le dernier photographe fut repoussé par des policiers, Brecht ferma la portière, le convoi des voitures officielles s'éloigna. Brecht contemplait le goudron de cette route qui menait à Berlin. On n'entre pas dans la ville, mais dans la grisaille. Graffiti obscènes, arbres, herbes, grandes rivières à l'abandon, balcons pendants, plantes inconnues, chicots d'immeubles dressés au milieu des champs. La voiture pénétra au cœur de Berlin. Des femmes en foulard numérotaient des pierres. Il avait quitté la terre allemande le 28 février 1933. À l'époque, il y avait des étendards et des croix gammées dans toutes les rues. Aujourd'hui, on était le 22 octobre 1948. 15 années avaient durement passé. Aujourd'hui, les voitures officielles roulaient vite et doublaient des camions soviétiques et des passants rares et mal habillés. Brecht baissa la vitre et demanda au chauffeur d'arrêter. Il descendit, alluma un cigare et contempla ces ruines. Il y avait un vaste silence, des blancheurs de murailles, des fenêtres noircies, d'innombrables bâtisses s'écroulaient. Le soleil du soir, le vent, beaucoup de curieux papillons, des batteries démantelées, un blocos. Brecht s'assit sur une pierre, puis écouta le chauffeur lui dire que si des financiers s'y mettaient, on pourrait reconstruire la ville plus vite, et Brecht pensa que justement, c'étaient des financiers qui avaient flanqué la ville par terre. Il remonta dans la voiture, des murs jetés de longues lames d'ombre à l'intérieur du véhicule, des kilomètres de décombres, des verrières fracassées, des voitures blindées, des barrages, des soldats soviétiques devant des chevaux de frise et des barbelés. Certains immeubles ressemblaient à des grottes, cratères énormes étendues d'eau et encore des ruines, des espaces vides immenses avec parfois quelques passants regroupés autour d'un arrêt de tramway. Le personnel de l'hôtel Adlon regardait son arrivée par les fenêtres. Dans la grande chambre, Brecht ôta sa gabardine, sa veste. Il se doucha, choisit une chemise dans la valise. 4 étages plus bas, la terre allemande. Il y eut un discours d'accueil dans le salon de l'hôtel. Pendant qu'on le remerciait d'être ici, Brecht s'assoupit légèrement. Il pensait à un conte allemand très ancien qu'il avait lu au lycée d'Augsbourg et qui lui était revenu en mémoire pendant son séjour en Californie. Une servante avait remarqué un esprit familier qui s'asseyait près d'elle au foyer. Elle lui avait fait une petite place et s'entretenait avec lui pendant les longues nuits d'hiver. Et un jour, la servante pria Heinschen, elle nommait ainsi l'esprit, de se montrer sous sa véritable identité. Mais Heinschen refusa. Après avoir insisté, il y consentit et dit à la servante de descendre à la cave où il se montrerait. La servante prit un flambeau, descendit dans le caveau, et là, dans un tonneau ouvert, elle vit un enfant mort qui flottait au milieu de son sang. Or, de longues années auparavant, la servante avait mis secrètement un enfant au monde, l'avait égorgé et l'avait caché dans un tonneau. Hélène Weigel tapota l'épaule de Brecht pour le sortir de sa torpeur, ou plutôt de sa méditation.
Il se redressa, fit bonne contenance et pensa que Berlin était un tonneau de sang et que l'Allemagne, depuis son adolescence, en pleine guerre de 14, était aussi un tonneau de sang et qu'il était l'esprit de Heinzen. Du sang avait été versé dans les rues de Munich et l'Allemagne moderne avait rejoint les flots de sang qui coulaient dans les vieux contes germaniques. Il était revenu dans la cave et il voulait, avec sa modeste raison, désormais sortir l'enfant, l'éduquer, laver à l'eau froide ce sang qui restait sur les dalles de la cave. Goethe avait ainsi fait avec son Faust, Heine avec son de l'Allemagne. La tache de sang était plus large que jamais. La mère Allemagne était à demi asphyxiée. Par les fenêtres, il voyait des femmes en grosses chaussures numéroter des pierres. Il n'y avait plus de rues, mais des routes et des nuages. Plus tard, dans un salon du club de la Ligue culturelle, il y eut un petit discours intelligent de Dimschitz. Brecht regarda amusé Becher. Hering, Dudhoff, quel trio mal assorti et amusant, pensa-t-il à travers la fumée de son cigare. Il avait devant lui ceux qui avaient la mission de guider l'Allemagne de l'Est vers des conceptions grandioses de la fraternité artistique. Deux d'entre eux avaient été des compagnons de sa jeunesse. Désormais, ils étaient devenus des camarades. Imaginez trois hommes en par-dessus sombre avec des chemises blanches et des cravates à pois. Eux, dans la grande salle du club de la Mouette, habillés dans des costumes coupés dans un affreux coton soviétique. Dimschitz lisait trois feuillets gris. Il était raffiné comme un professeur d'université qui, passé recteur, surveille sa ligne pour séduire des jeunes femmes. À ses côtés, Johannes Becher. Il n'avait pas changé, lunettes rondes au verre de myope. Il avait gardé tendresse et gentillesse. Becher, lui, se souvenait du jeune Brecht, maigre, pas content, le chapeau sur la tête, un cigare noir à la bouche. Les pieds sur une chaise, en train de lire, ou plutôt de froisser les journaux berlinois, satisfait d'avoir réussi à gagner très vite beaucoup d'argent avec l'opéra de Katsu. Brecht apprenait l'économie de guerre dans un petit livre cartonné bleu, se promenait avec des dessins anatomiques, voulait acheter une hache pour fondre les têtes molles qui dirigeaient les grandes scènes berlinoises. Il courait après les tramways, montait sur les toits des théâtres avec une danseuse à chaque bras. Il offrirait au public des luttes sociales gigantesques. Le problème, il n'avait pas encore eu le temps de lire Marx, mais il croyait dur comme fer au marxisme, comme un immense réservoir d'idées pour des comédies. Et Becher, au fond, pendant que Dimschitz lisait son discours d'accueil, se demandait si le vieux Brecht, aujourd'hui, avait caché une hache sous son manteau, brisé le crâne des écrivains officiels de la RDA. Johannes Becher, devenu haut responsable culturel de la zone, pensait au manteau de cuir impeccable du jeune Brecht. Il se demandait si maintenant la peau de Brecht était devenue assez épaisse pour affronter les camarades experts en opinion marxiste, les spécialistes qui dirigeaient la redoutable Union des écrivains. Hélène Weigel se souvenait elle aussi de Becher. Pour elle, ce qui avait changé chez Johannes, c'était le dos droit, une surveillance du corps digne d'un officier. Autrefois, il envoyait des noyaux de cerises dans les chevelures des actrices, paresseusement allongées dans un hamac. Hélène pensa, je m'entendrai mieux avec Becher que Brecht. Plus pâle, la tête assez ronde, lisse, le regard fouineur, isolé, lucide, raffiné. Herbert Hering lui un discours bref. Il tournait les feuillets et lisait sa petite écriture ronde avec courtoisie et distance. Le discours était plein de formules aisées, agréables à entendre. Brecht se souvenait que jadis, il lisait les critiques théâtrales de Hering comme on écoute le diagnostic d'un médecin qu'on estime. Hering était déjà plus estimé et le plus craint des critiques. En vieillissant, il avait pris une allure de diplomate, mais le regard avait perdu de sa vivacité. Il n'avait pas fait longtemps antichambre pour être dénazifié. On manquait d'intelligence d'un tel niveau pour rebâtir une politique d'éducation populaire. Et tandis qu'il débitait son compliment à Brecht dans une langue étincelante, l'air resta froid dans la salle. Il acheva de sa voix voilée, calme et douce. Puis il étendit sa main gauche et la posa sur l'épaule de Brecht pour lui rappeler qu'il l'accompagnait depuis ses débuts. De sa main, il touchait la sainte substance de leur jeunesse. Il y eut un autre discours. Hélène Weigel, qui écoutait pensive et un peu fatiguée, inclina la tête vers Brecht et lui murmura à l'oreille « Mais qui c'est ce gros-là
qui garde son chapeau à la main. Elle désignait celui qui, massif et le front dégarni, couvert de sueur, portait une veste étroite et mal boutonnée. Il avait des boutons de manchette énormes, de boutiquier vulgaire, et se tenait au garde à vous comme s'il voyait la vertu allemande éclairer la pièce de sa lumière aveuglante. « Dudoff, cette crapule de Dudoff !» répondit Brecht. Lui aussi, Zlatan Dudoff avait travaillé à Berlin dans les années 20. Lui aussi était un compagnon de l'âge d'or, de la grande bringue, du miraculeux Berlin des filles faciles, des plaisirs obtenus du bout des doigts dans l'argent frais qui sortait des caisses de théâtre au bord de la faillite. Ce Bulgare avait travaillé sur le scénario du film Que le vent peut vers 1926 ou 1927. Il avait guidé Brecht en 1932 dans un Moscou déjà soumis aux surveillances policières. Brecht pensa: doit fournir le travail artistique convenable et attendu, ramollissement probable du cerveau, doit être le premier à l'épreuve de la lèche politique. Il sourit à Dudoff. Tout le monde applaudit quand Becher étreignit Weigel et Brecht. On servit du vin blanc. Plus tard, à l'adjon, le téléphone sonna, un énorme et antique appareil qui semblait venir des surplus de l'armée soviétique. Mais ce fut la Weigel qui répondit. Tout le monde voulait voir Berthold, Rennes, Becker, Erpenbeck, Lukács. Un garçon d'étage apporta un plateau couvert de télégrammes de félicitations. Derrière la fumée de son cigare, Brecht gardait un regard ironique et placide. La nuit tomba. Brecht resta assis seul dans sa chambre. Il contemplait son nouveau laissez-passer. Si les gens veulent poser quelques questions sur Máte nějaké otázky, nebo chcete, aby pokračoval ve čtení pan autor? Pokračovat. Chapitre 2. C'est bien, c'est au chapitre 2. Les services météo de l'armée soviétique étaient installés dans un ancien hôtel particulier de la Luisenstraße, pas loin du club de la Mouette, où tous les représentants officiels de la culture venaient bavarder, lire les journaux et se donner des nouvelles. Derrière le terrain vague se trouvaient 4 baraquements de l'administration militaire soviétique. Ils regroupaient à la fois un service des visas, plusieurs bureaux de Radio Moscou, des services annexes qui ne cessaient d'entasser de gros volumes de rapports qui arrivaient par camion de l'ancien ministère de la Luftwaffe. Munie de sa convocation, Maria Aisch pénétra dans le second baraquement, celui qui avait des fenêtres grillagées, et poussa une porte en bois avec une vitre. Elle se retrouva dans un couloir avec des ampoules faibles et plusieurs chariots qui supportaient de vieux magazines Signal et des dossiers usagés avec dessus des étiquettes de cahiers d'écoliers couvertes d'inscriptions en caractères cyrilliques à l'encre violette. Maria avança. Elle était vêtue d'un imperméable gris. Pâleur de son visage. Pas une porte entr'ouverte. On voyait une femme en tailleur gris austère avec un chignon. Elle feuilletait des paperasses. « S'il vous plaît, le bureau de Hans Stroh. » Sans répondre, la femme se tourna vers Maria et indiqua au fond du couloir. Grillage serré devant 2 fenêtres, 2 soldats soviétiques s'effacèrent pour la laisser passer. Vieille carte militaire et plan de Berlin provenant de l'ex-ministère de la Luftwaffe. Porte avec des curieux verrous en acier, panneaux de contreplaqué posés contre les cloisons hachurées au crayon gras du menuisier. Tout cela suggérait les travaux, l'improvisation, la pauvreté, avec les éclairages insuffisants d'ampoules nues suspendues à des fils torsadés tenus par des clous. Quand elle pénétra dans la pièce, simplement éclairée par la fenêtre grillagée, une fille était juchée sur une échelle et elle sortait des classeurs d'un panier à linge pour les glisser sur une étagère. Hans Stroh, en pull de montagne à col roulé, blond, d'allure sportive, se massait le cou en feuilletant des rapports rédigés en russe. Il a noté certaines pages, à petits gestes précis et rapides. Des odeurs de colle, des reliures séchées. La fille, jugée sur l'échelle, redescendit et scruta le visage de Maria au passage. Hans tendit la main. « Maria Aisch ?»« Oui. » Il approcha une chaise et la disposa de telle manière que Maria resta face à la lumière de la fenêtre et que lui
après avoir congédié son assistante, il parla d'une voix mi-indolente, mi-ironique. « Mon nom est Hans Stroh, je m'occupe de la circulation interzone des personnes. » Il souleva une liasse de bulletins d'information économique et tira de dessous un dossier sous reliure qu'il feuilleta. À l'intérieur, agrafé, des feuillets tapés à la machine et des carbones froissés. Hans Stroh se leva, vint s'appuyer sur le devant de la table. Il demeura immobile et souriant. Puis il leva lentement ses yeux et, se renversant un peu en arrière, scruta cette jeune femme au ravissant visage. Il remarqua qu'elle avait les cheveux bien lavés, le teint très pâle et surtout qu'elle changeait ses mains de position. Hans Stroh n'éprouvait aucun plaisir à mettre dans l'embarras cette jeune femme. Il trouva que pour une comédienne, ce visage était d'une étonnante clarté. À quoi donc songeait Maria Presch? Son air modeste et un peu triste surprenait Hans, car il ne collait pas avec le dossier transmis de Vienne, où l'on parlait de Maria Presch comme d'une comédienne brillante et racée, pleine de vigueur, mais avec un grand penchant pour la mondanité. Enfin, Hans saisit un dossier de toile beige, prit dans un tiroir un gros crayon de bois marron et feuilleta le dossier en parlant sans affectation. « C'est un beau nom, Maria Presch. » Il n'éleva pas la voix tandis qu'il tournait les pages du dossier en marquant de son crayon marron une petite croix devant certaines phrases tapées à la machine. De son côté, Maria Presch répondit à une première série de questions sur son enfance, son passé viennois, les débuts de sa carrière, en se demandant pourquoi cet officier de renseignement parlait d'une voix si monotone, un débit qui ne s'accélérait pas ni ne ralentissait. Elle trouva que sa courtoisie était un peu lasse, était inquiétante. Elle sentit même une pointe de raillerie quand il lui demanda pourquoi elle était la protégée d'un homme aussi important que Dimschitz. « Vous êtes sa protégée, répéta-t-il, sa protégée. Le camarade Dimschitz dirige tout le secteur culturel. Vous connaissez Dimschitz depuis 5 mois, et où l'avez-vous rencontré ?» Maria, pendant l'interrogatoire, avait l'impression que l'officier qui s'était présenté sous le nom de Hans Stroh, comme on claque des talons dans les casernes prussiennes, détenait toutes les preuves de la complicité de sa famille avec le milieu nazi viennois, puisqu'il avait sous les yeux les 2 cartes de membre du Parti national-socialiste de son père, Friedrich Hick, et de son mari, Günther Eich. Hans Stroh avait tourné les pages du dossier en donnant des détails sur la situation précaire de son père, réfugié en Espagne, et de son mari qui résidait lui au Portugal sous une fausse identité que les services de renseignement est-allemands connaissaient parfaitement. Après avoir longuement évoqué le destin d'un père et d'un mari, tous 2 qualifiés de cinglés nazis, dignes d'être enfermés dans un asile d'aliénés, Hans, de son regard franc, net et droit, lui proposa ce qu'il appelait une garantie générale sur l'avenir. Très posément, au lieu de pratiquer le jeu des questions et des réponses, Hans possédait toutes les réponses sur les feuillets, il proposa à Maria de travailler à changer l'histoire de ce pays. Il parla immédiatement citoyenneté, traitement, salaire, protection médicale, approvisionnement, logement décent, promotion artistique. Comme dans un film où un joueur au casino place tout ce qui lui reste d'argent sur le rouge, Maria s'entendit accepter tout. Si elle ne le faisait pas, elle serait obligée de fuir à travers ponts, rues, chicanes, de gagner le secteur occidental pour tout simplement se retrouver devant des officiers américains lui jetant à la figure un amoncellement de preuves accablantes du passé nazi de son père et de son mari. Sa situation serait encore plus précaire dans l'Allemagne de l'Ouest. Elle serait trimballée d'une caserne, un affreux théâtre aux armées, ne bénéficiant d'aucun appui et d'aucune protection. Elle n'aurait aucune sécurité pour sa petite fille, elle serait soupçonnée, guettée, surveillée, elle serait la proie des macros. Elle imagina des tentatives de corruption sans fin, que de scènes humiliantes à nouveau. Elle se voyait sans un sou et la honte attachée à son nom, alors qu'ici, Dimschitz, le responsable culturel de la zone soviétique, était son ami. Petit bruit vif du briquet de Hans Stroh qui allumait une cigarette et jouait avec. Elle l'entendit dans un brouillard lui assurer « Vous avez été la maîtresse de Dimschitz ». Elle tourna une mèche de cheveux autour de son index. «
Vous voulez savoir? Non, je n'ai pas couché avec Dimchitz. Bien, bien, bien. Il se racle à la gorge. Ça viendra. C'est à ce moment que pénétra dans le bureau un homme de 30 ans environ, rondouillard, cheveux collés par de la brillantine, le col de chemise froissé, un gilet à l'ancienne avec des boutons qui manquaient. Il épongea la sueur de son front avec un gros mouchoir à carreaux. Il marmonna un vague bonjour à Maria, comme on présente ses condoléances. Il chercha une chaise, en trouva une derrière plusieurs dossiers sur les attributions de charbon et la réutilisation des stocks de gants et de bottes. Avec son costume froissé, sa cravate noire, genre ficelle, sur un collet limé d'un blanc douteux, celui que Hanstro présenta comme Théo Pilla, son assistant, ressemblait à un portier d'hôtel berlinois d'avant-guerre. Ses cheveux graisseux lui donnaient l'air d'un mort qu'on a retiré de l'eau. Et d'un ton désenchanté, Théo Pilla, sans prêter attention à la visiteuse, marmonna, mais sans sempiternelle conversation sur le blé et le charbon avec les dirigeants de la CVJM, la Christlicher Vereinigung commence à m'épuiser. Il sortit un papier froissé bleu de sa poche et le déplia en tout sautant et dit « Connais-tu ce Dietrich Papeke ?»« Non, dit Hans, agacé d'être interrompu. « Faudra que j'y fasse un brin de causette, sinon il retournera buter les patates du côté de Schwerin. » Hans tapota un doigt perplexe et fit les présentations. Théopila, mariage. Vous êtes la comédienne? Oui, dit Maria. Théo considéra cette femme venue avec un foulard sagement posé sur son manteau, ses cheveux délicieusement blonds et frisés. Il se sentit embarrassé devant cette jeune femme qui cachait sans doute son inquiétude par une grande froideur anxieuse. Et pendant que Hans parlait, Théo glissa un morceau de carton sous une fenêtre et laissait passer la pluie. Puis il essuya des filets d'eau avec un coin de sa veste. Hans reprit. Vous n'avez pas de relation privilégiée avec lui. Vous savez que nous le savons. La solitude où vous êtes, vous vous trompez, je ne me sens pas seul. Mais non, je ne suis jamais seul. Pardon? C'est la stricte vérité, reprit Maria. Je ne me sens jamais seul, jamais. Il y eut un flottement. Hanstro retint son sourire et demanda comment on pouvait entrer en contact avec elle et comment briser sa jolie petite armure d'orgueil. Mais vous savez pourquoi vous êtes convoqué ici? Non. L'idée que nous avons pourrait se formuler comme ceci. Nous devons reconstruire ce pays avec des gens de foi. Nous ne pouvons pas nous permettre de revenir à Weimar. La pluie diminua progressivement, il n'y eut plus qu'un vague ruissellement dans une gouttière. Théopila rangeait machinalement des tampons en caoutchouc et dit « Nous ne sommes pas revanchards, au contraire, nous pensons que la Nouvelle-Allemagne doit atteindre une maturité, valider de nouveaux principes, nous voulons que les comédiens manifestent une passion politique, qu'ils comprennent nos intérêts, soutiennent les éléments positifs contre tout le fatras réactionnaire qui encombre encore les esprits. Vous comprenez? Hans reprit. L'état d'esprit, le contrôle de l'état d'esprit, vous comprenez? Cela va dans le sens de ce que vous souhaitez et de ce que souhaite le camarade Dimchitz, oui, la libération de l'Allemagne. Elle est venue militairement, mais elle se décide aujourd'hui politiquement. Elle passe par vous et par nous. Théo vint s'asseoir près de Maria. Nous reconstruisons la vraie Allemagne. Il n'y aura pas de chômeurs, pas de gens humiliés, pas de provocation, pas de dénonciation. Nous devrons être vigilants. Vous serez une militante. Vous serez des nôtres. Nous ne reconstruirons pas une Allemagne militariste. Dans l'autre Allemagne, la moitié des nazis criminels préparent la revanche. Ils mangent déjà des bretzels tout chauds avec les généraux américains et sont prêts évidemment à crier justice en brandissant leur tablier de boucher. Dans notre système, nous avons besoin d'une avant-garde qui influence et éduque nos camarades, rende les cœurs purs, donne du travail, du pain et de la dignité. Vous devez nous aider, comme vous devez écouter Brecht. Vous serez sa confidente. On finira bien par savoir qui il est, celui-là. Vous vous méfiez de lui, dit Maria, interloquée. À vrai dire, nous n'avons absolument rien contre lui. Nous aimerions savoir, et nous finirons par savoir, qui il est. Est-il un vrai camarade? Il a quand même choisi les États-Unis. Théo s'interrompit et sortit un horrible petit cigare. Vous avez un enfant à Berlin-Ouest. Lotte vit pour l'instant chez sa grand-mère. Où? Dans le secteur américain, au-delà de Charlottenbourg. Ah oui, j'ai l'adresse. Mais pourquoi est-elle à l'ouest?
L'auteur a de l'asthme. Les Américains ont de bons médicaments contre l'asthme. Alors c'est bien, dit Hans, vous pourrez voir votre fille l'auteur quand vous voudrez. Il ouvrit le placard, sortit une boîte de craie, deux documents. Un laissez-passer de carton gris barré de rouge pâle et un reçu à signer. Quand Maria signa le reçu avec le stylo de Hans, Théo dit « Vous faites partie de la famille maintenant. Vous aurez un logement, une loge personnelle au Deutsches Theater, ajouta Hans. Il faut que nous sachions qui est Brecht, à quoi il pense. » Maria leva ses yeux pâles et se troubla. Mais, il suffit que vous vous placiez auprès de Brecht. Vous verrez, Brecht viendra vous chercher le soir dans votre loge et vous n'avez qu'à lui ouvrir la porte. Parfois vous devrez l'écouter, parfois lui poser quelques questions. Mais vous savez qu'en face, les Américains, c'est la guerre de nouveau qu'ils préparent. On veut savoir qui il est. Autant de temps passé en Californie. Il a quitté l'Allemagne depuis si longtemps. Il a quitté l'Europe depuis si longtemps. Allez savoir qui il est. Allez savoir. C'est un grand esprit, mais il a pu changer. Sa place est si importante et sa grandeur spirituelle est-elle au niveau de la tâche que nous lui confions? C'est ce que nous voulons savoir. Et vous nous aiderez. Pourquoi moi? Tout le monde doit avoir une mission dans notre nouvelle société pour éviter le retour des horreurs nazies. La guerre continue, Maria Brecht. Mais il n'y a rien de mal à vivre auprès d'un grand homme, dit Théo, en rallumant un cigarillo. Vous avez quelqu'un dans votre vie, demanda Hans. Personne. Bien. Maria inclina la tête en signe de perplexité. Si vous voulez du café, du sucre, du bois de chauffage, des couvertures, de la viande, des couverts d'argent, un joli lavabo, vous demandez. Théo posa son crayon. Il n'est pas question que vous soyez une personne inutile dans notre société. Des cœurs ardents et purs. Des cœurs ardents et purs, répéta Hans Stroh. Voilà ce qu'il nous faut. Tout s'arrange avec de la bonne volonté, ajouta Théophila. Avant qu'elle franchisse la porte du bureau pour sortir, Théophila lui donna une adresse sur Schumannstrasse pour qu'elle passe une radio des poumons. Il y avait tant de tuberculose, le manque de lait, de viande, la misère. Le lendemain, près d'un canal, à l'abri de l'averse sous un immense tilleul, l'officier Hans Stroh entretenait Maria des nouvelles données géopolitiques engendrées par la partition de l'Allemagne et le réarmement catastrophique imminent de l'Allemagne de l'Ouest. Il sortit de sa poche un document officiel en langue anglaise, une copie confidentielle du séminaire qui s'était tenu au monastère d'Imrod, dans la région de l'Eifel, au cours duquel d'anciens officiers nazis avaient prévu de mener une défense offensive de la RFA vers la zone soviétique. Une défense offensive. Vous comprenez, Maria? On se disait, tout Berlin marche en haillons. À la place de tonnes de charbon, quelques maigres planches arrachées au parquet des anciens ministères du Reich et qui brûlent dans de rares bras zéro. Tout ce qui touche au charbon, à l'essence, à la circulation, à l'arrivée des denrées alimentaires de première nécessité, dépend des Russes. Nous dépendons des Russes. C'est Moscou qui décide. Est-ce Moscou qui décidera de notre théâtre? Demanda Maria. Pourquoi demandez-vous ça? C'est la chance inespérée de notre grande et nouvelle fraternité, dit laconiquement Hans Stroh. Assis sur le banc à côté de Maria, Hans était un délicat professeur qui apprend à son élève que le monde est partagé en bons et méchants et que le champ de bataille est là où elle est. Maria doit se convaincre qu'elle est au milieu des meilleures troupes. Il ne faut pas que le pays retombe dans les mains d'une bande de criminels. Elle doit tenir sa place dans le combat. Il ne faut pas avoir peur, ajouta-t-il. Les artistes ont eu une très lourde responsabilité dans l'installation des nazis. Ils ont eu peur devant les braillards et ça de la rue. Ils ont capitulé et sont restés dans leur loge à se maquiller. Une génération de marionnettes. Maria, vous ne serez pas une marionnette. Il y eut un silence et Hans murmura, comme s'il s'agissait d'une confession improvisée. Nous sommes toujours prisonniers de la pensée bourgeoise. Cela va changer. Hans lui expliqua également que des actions militaires visaient Berlin-Est. Entre un simple militantisme artistique et être une nouvelle recrue de la sécurité d'État, il y avait un pas. Elle le franchit. Sentant que sa future recrue était un cœur ardent et pur, Hans Stroh lui posa la
imperméable sur les épaules, il sourit, il la déposa au club de la mode. Alors je voulais un petit peu situer les choses. Comment est-ce qu'on écrit des choses comme ça? Tout simplement pendant des mois, en lisant tout ce qui s'était écrit dans les journaux allemands de l'époque, en lisant l'incroyable journal de travail de Bertolt Brecht, qui a jour après jour laissé une incroyable mine de tout ce qu'il pensait réellement. Journal de travail dont il faut savoir qu'il a été tenu secret pendant des années. Et que rien dans les deux chapitres que je vous ai lus qui concernent Brecht n'a été inventé, absolument rien. Simplement, j'ai donné le nom de Maria Esch à une comédienne en me servant de plusieurs comédiennes qui ont été les maîtresses de Brecht et qui, elles aussi, ont laissé des lettres et des correspondances. Přečetl jsem vám tedy první dvě kapitoly z románu Brechtova Milenka a já jsem strávil hodně času pročítáním novin z tehdejší doby. Četl jsem také pracovní deník Bertolda Brechta, který byl dlouho tajemstvím. A můžu říct, že jsem si v podstatě nic nevymyslel z toho, co jsem četl. Pouze jsem spojil několik milenek, které Bertolt Brecht měl, několik hereček do postavy Marie Esch. Ici, par exemple, les deux personnages d'officiers, Monstro et Théophila, je me suis servi des déclarations très ironiques que faisaient les comédiens du Berliner Ensemble sur la surveillance qui était exercée sur eux, c'est-à-dire que leur loge était fouillée, leur courrier était ouvert, on ne les laissait pas lire par exemple ce qui se passait dans le théâtre de l'Allemagne de l'Ouest et qu'il y avait une surveillance policière très très étroite sur tous les membres du Berliner Ensemble. Co se týče postav dvou policejních činitelů, Hanse Trota a Theo Pily, tak tam jsem vycházel z poznámek berlínských herců, kteří ironicky poznamenávali, že nemají žádné soukromí, že byli pořád sledováni, nemohli ani číst vlastně deníky ze západního Berlína, takže nevěděli, jaká divadla, jaká představení se zde hrají a byli s policií sledováni celou dobu v podstatě. Alors, le livre est fait sur un double mouvement. L'histoire d'une comédienne qui veut aider son pays, son nouveau pays idéologiquement, puisqu'elle avait un mari et un père nazis, ce dont elle a beaucoup souffert. Et donc c'est un cœur pur au départ. Et le second mouvement, c'est la volonté de Brecht, puisqu'il est c'est lui le maître, le grand maître de la vitrine théâtrale idéologique, c'est lui le patron. Et lui veut imposer un théâtre, j'allais dire, de citoyens, un vrai théâtre citoyen. Et il s'aperçoit qu'au bout de quelques années, la direction culturelle et la direction politique ne supportent plus les pièces qu'il propose parce qu'elles ne sont pas dans le réalisme socialiste. Donc le livre raconte une femme qui veut aider son pays politiquement finit dans une sorte de désespoir parce qu'elle n'est plus qu'un instrument policier. Et il y a le désespoir très réel de Brecht, puisqu'il l'a écrit, qui s'aperçoit qu'on détourne même les ouvriers de certaines de ses représentations et les journaux officiels finissent par écrire des critiques complètement négatives sur son travail à partir des années 50, 52. Donc le roman raconte le désespoir culturel j'allais dire, de deux grands esprits citoyens, de deux honnêtes gens.
studujeme vlastně dvě příběhové linky. Jedna je právě o ženě herečce, která se snaží pomoci ideologicky své zemi, a druhá je linkou Bertolda Brechta, který se snaží vybudovat občanské divadlo a snaží se vlastně pomoci také své zemi, protože je divadelním idolem Německa. Nicméně oba příběhy se vlastně stanou příběhy bez naděje, protože ta herečka je nakonec pouze využívána jako politický nástroj a ona sama se k tomu postaví tak, že nebo ona je pouze nástrojem, protože musela přijmout spolupráci, protože její otec a manžel spolupracovali s nacisty, takže v podstatě nemá jinou volbu. A Bertolt Brecht také zažije zklamání, protože jeho snaha vybudovat divadlo, to občanské divadlo, skončí neúspěchem a zažije odmítnutí ze strany kritiků a od roku 50-52 je vlastně brán jako protirežimní, protikomunistický, protože nechce zobrazovat ten komunistický realismus. Sur le plan plus sentimental, il va se passer ce qui s'est passé assez souvent, c'est que Bertolt Brecht était un homme brutal avec les femmes et que j'ai voulu aussi montrer cet aspect d'un homme qui est d'un grand courage politique et d'une grande, j'allais dire, un très grand pédagogue du théâtre, mais qui, dans sa vie privée, se comporte comme un véritable salaud avec les femmes. Et ça, c'est très intéressant à voir, parce qu'on a 3000 lettres de Brecht avec ce qu'il appelait ses femmes secrétaires, et il disait toujours « sex for text ». Et on a donc un Brecht officiel et un Brecht grand écrivain, grand poète et grand homme de théâtre, et en même temps, on a dans sa vie privée un homme qui refusait de payer ses secrétaires, qui les trimballait par le bowling, etc., et qui faisait les 400 coups vraiment, sans avoir aucun, ni jamais remords, ni rien, une grande cruauté vis-à-vis du sexe féminin. Co se týče takové té pocitové stránky tohoto příběhu, tak Bertolt Brecht byl vlastně velice necitlivý k ženám a i když byl velkou divadelní ikonou, velice dobrým spisovatelem, dramatikem a básníkem, tak v tom osobním životě byl, dá se říct, až takový darebák, který využíval ženy a on i ve svých denících nebo v dopisech svým sekretářkám, tak má takové motto sex for text a on vlastně ty sekretářky zneužíval, neplatil jim bez jakýchkoliv výčitek svědomí, takže ty jeho sekretářky byly vlastně tedy v realitě jeho milenkami. Nyní tedy přicházíme k vašim otázkám, takže pokud máte nějaké otázky, tak se můžete ptát. Já bych se chtěl zeptat, jaký je váš vztah k národům, jako jsou Moravané, Bretonci a Sasané, Savojci, s upřesněním, že se dělo mnoho zajímavého během těch posledních 20 let v Československu, později v jeho západní části, kde by to bylo na delší vyprávění. Kolikrát to bylo až takové podivné divadlo, a jenom to nebylo na divadelní scéně a místo herců tam vystupovali lidé z úplně jiné branže. A s tím, že bych se v podstatě chtěl zeptat, protože to, o čem píšete, je otázka lidských práv, ale za komunistů
v tom minulém režimu spousta věcí byla brána černobíle a dneska taky. Já jsem se chtěl zeptat, jak je třeba v současné Francii, protože to tady mnozí z nás neví, jakým způsobem třeba reagují spisovatelé na události v Rwandě, kde se zabíjeli masově lidi a Evropa v podstatě nečela nezasáhla. Bonsoir, donc, je vais poser la question que pensez-vous du peuple morave, du peuple d'Alsace, de Savoie, du peuple breton? Et, parce que dans ces régions-là, beaucoup s'est passé pendant les dernières 20 années. Et cela me semble aussi un peu comme une pièce de théâtre, même si les acteurs ne sont pas les vrais acteurs. Et parce que vous, en fait, écrivez des droits humains. Et donc, je voudrais aussi savoir que pensez-vous de la situation, par exemple, à Rwanda ou d'autres pays. Que pense la France? Parce que la France ne fait, on peut dire, elle ne fait rien dans ces situations. Comment dire, il y a un retard en France toujours sur la compréhension un retard est un mot un peu faible, et un retard et une relative méconnaissance de ce qui se passe aussi bien à Prague qu'à Vienne. Je vais vous donner un exemple. Moi et mes amis, on est la génération de mai 68 et on a été très très frappé par l'expérience du socialisme à visage humain mené par Dubček. Et on a toujours pensé qu'au fond, il y avait une Tchécoslovaquie qui avait une forme de résistance. On l'a considéré, nous, comme si l'humour d'un petit pays et son courage étaient des valeurs que nous ne possédons pas en France, parce que toujours abrités derrière la grande révolution française. Mais il est évident que la construction de l'Europe actuellement et les difficultés économiques de l'Europe font qu'on oublie complètement, au fond, la situation d'un pays comme le vôtre. Ça, c'est évident. Musím říct, že ve Francii máme trochu zpoždění, a to ještě je možná slabé slovo, že se moc nezajímáme o to, co se děje v Praze nebo ve Vídni. A já sám jsem z generace, která zažila květen 1968 a byli jsme otřesení socialismem s lidskou tváří, který tady jsem přinesl Dubček. A vždycky jsme věřili v odboj a v odvahu českého národa. A já osobně okouzlení jsme byli. A věříme, že a myslím, že nám občas tato odvaha chybí. A musím říct, že v této současné těžké ekonomické situaci tak je pravda, že občas zapomínáme na to, jak těžká situace je i mimo Evropu. Je vais être brutal, mais les Français actuellement sont obsédés par une seule chose, c'est la prédominance économique de Madame Merkel et de l'Allemagne, qui est très très mal vécue par les Français. Déjà la réunion de l'Allemagne, on préférait quand il y en avait deux, disait Mauriac, on aime tellement l'Allemagne, surtout quand il y en avait deux, tellement on l'aime. Et quand il y en a une, qui est aujourd'hui une très grande Allemagne qui remonte économiquement, au fond, c'est assez mal vécu par beaucoup de Français. Il y a une crainte de nouveau d'une hégémonie germanique. Voilà. Ça cache un peu le reste. A ještě chci dodat jednu takovou poněkud drsnější věc. Myslím, že Francouzi se nyní trochu bojí, nebo dost bojí německé převahy a převahy kancléřky Merkelové a vůbec ekonomické síly Německa. A byli by možná radši, kdyby bylo Německo zpátky rozdělené. To říkal i Mauriac, že máme rádi Německo, ale dvě Německa jsme měli ještě raději. Myslím, že to snad zodpovědělo vaši otázku. A
přijdeme k dalším. Dobrý večer. Krásná kniha, krásný překlad paní Ostré. Bohužel francouzské knížky se u nás překládají pomalu. Velice dlouho to trvá, takže od té doby, co vy jste napsal Brechtovu Milenku, tak jste napsal určitě mnoho dalších knih. Můžeme se zeptat, které to byly a víte-li o tom? Chez nous, les livres en France. A jo, francouzské knihy. Já mám mluvit francouzsky. Les livres français sont traduits assez lentement. Et depuis que vous avez écrit La maîtresse de Brecht, vous avez sans doute écrit d'autres livres. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Et est-ce qu'elles seront publiées chez nous, si vous en savez quelque chose? Alors la réponse, oui, j'ai écrit d'autres livres, j'en ai écrit une vingtaine. Le dernier livre que j'ai écrit s'appelle Un été chez Voltaire, parce que j'aime bien me mettre à l'abri des grands écrivains, et qui raconte un fait tout à fait réel, qui est un peu passé inaperçu, c'est que Voltaire tenait beaucoup à une pièce qui s'appelle Mahomet. Or, cette pièce, si on la lit, est d'une effroyable insolence à l'égard de Mahomet. Et cette pièce, si aujourd'hui elle était lue dans le monde arabe, mettrait feu et sang. Je crois que certains viendraient brûler la maison de Voltaire à Ferney. Or, il faut savoir qu'à l'époque, la pièce a été un succès assez grand et que Voltaire a voulu inviter tous ses amis à Ferney pendant un été pour mettre en scène lui-même la pièce. Et je raconte donc comment ça se passe. Mais je voulais que les gens n'oublient pas que Voltaire avait écrit une des pièces sans doute les plus violentes qu'on ait écrites, non seulement contre la religion en général, parce qu'il a écrit beaucoup de pièces, il a écrit beaucoup de choses contre la religion, et les jésuites, mais que ce Mahomet est absolument effroyable. Já jsem napsal zhruba 20 knih a nyní teď poslední, kterou jsem napsal, je Léto s Voltairem. A takže to, co jsem napsal po Brechtově Milence, bylo Léto s Voltairem. Možná je to proto, že mám rád velké spisovatele a týká se vlastně jeho divadelní hry Mohamed, která v podstatě v arabském světě dnešním vzbudila velké pobouření. A Voltaire, kniha pojednává o tom, že Voltaire se jí v létě pokusil sám zrežírovat se svými přáteli. A musím říct, že ta hra je opravdu strašná v tom, jak je vlastně proti muslimskému světu a islámské víře. Voltaire sice napsal více děl, více divadelních her, které šly proti některému vyznání, ale toto je tedy opravdu příšerná. Oui, ajouter que on vit dans un pays qui ressemble beaucoup au XVIIIe siècle de Voltaire, puisque les guerres de religion se sont rallumées avec, par exemple, le port du voile, de la burqa, etc., et on a l'impression de vivre dans le XVIIIe siècle de Voltaire. Myslím, že dnes v podstatě zažíváme podobnou situaci, jako zažíval tehdy Voltaire, protože když si uvědomím, jak se řeší například burka ve Francii, vůbec nošení závoje, tak to v podstatě ta situace není lepší a ty názory jsou stejně vyhraněné jako tehdy. Další otázka. On n'a pas pensé en France à
en France à publier ou à faire connaître aujourd'hui la pièce de Voltaire, Mahomet. Elle a été publiée, mais on n'a pas parlé de son contenu. Ah oui, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre de Voltaire. La presse a donné l'information qu'on avait republié la pièce de Voltaire, mais aucun journal n'a voulu, au fond, débattre du contenu de la pièce, très prudent. Já jsem se ptala jenom, jestli ve Francii dneska se nepublikovala ta kniha o tom Mohamedovi. A pan Ahmed říká, že se publikovala, ale že nikdo nechtěl mluvit o obsahu té knihy. Takže jako kdyby se nestalo, že jo? Děkuju, protože já bych navázal na to, jako by se nestalo a vrátil se zpátky k Brechtovi, jak to, jako by se nestalo, vzali Němci, když vy jste Francouz, jak se ta reakce, jaká byla reakce v Německu, tedy na tuto knihu, jestli přeložena, nebo jestli tam takových knih o Brechtovi mají víc, a jestli tam, jsou živé, při té práci, když jste pracoval na té knize, jste měl nějaké živé ty pamětníky z té doby. Quelle était la réaction en Allemagne sur votre livre, si la maîtresse de Brecht, s'il était traduit le livre, et ensuite, si vous avez travaillé avec des gens qui ont vraiment connu la situation, qui ont connu Brecht, quand vous avez écrit le livre. Non, alors j'ai pas rencontré les membres de la famille, mais j'ai visionné des témoignages des comédiennes, notamment qui étaient assez cruelles sur Bertolt Brecht et ses façons de faire avec les femmes. Et puis on a une masse de documents incroyables. On a les rapports de la Stasi, enfin ce qui était l'ébauche de la Stasi auprès de Bertolt Brecht. On a les lettres de Brecht, les lettres de ses amis, et il connaissait quand même énormément de gens dans le monde entier. Et on a tous les journaux de l'époque, aussi bien de l'Allemagne de l'Ouest qui parlent de lui. Et on a à la limite presque trop de documents. On a par exemple, il y a quelqu'un qui, dès qu'il est arrivé, c'est Ruth Berlau, une de ses femmes qu'il a le plus aimée, qui a photographié Bertolt Brecht pratiquement tous les jours dans toutes ses répétitions. On a toutes les bandes magnétiques de ce qu'il disait à ses comédiens. Donc, on a, j'allais dire, presque trop de choses. Tellement c'est une masse énorme qu'il a fallu traiter, évidemment, et pas se laisser enfouir comme ça. Et aujourd'hui, on a des biographies de Brecht très complètes et qui sont très contestées, évidemment, par la famille. Parce que la famille est très puissante et veut surveiller et maintenir, notamment une des filles de Bertolt Brecht, et maintenir au fond une légende de Brecht et que ce soit une statue officielle. Neměl jsem tedy kontakt přímo se členy jeho rodiny, ale viděl vlastně, je možná až příliš mnoho dokumentů, kterými jsem se mohl nechat inspirovat a které jsem četl. Jednak jsou zde ty herečky právě Stasi, o které mluvím i v té knize. Potom jsou zde dopisy Bertolda Brechta, které psal svým přátelům, které měl v podstatě po celém světě. A samozřejmě i noviny, jak východní, tak západní, psali o Brechtovi. A například jedna z jeho nejbližších žen, tedy žen v jeho okolí, tak byla fotografka a fotografovala ho v podstatě při všech příležitostech, fotografovala ho na zkouškách. A víme tedy, co vlastně on na těch zkouškách, jak mluvil s těmi herci, co jim říkal a podobně. No a samozřejmě existují různé biografie, které jsou velice kompletní, kompaktní a obsáhlé. A
Nicméně je třeba poznamenat, že právě jeho rodina, zvláště jeho dcera, tak velice nad těmito biografiemi drží tvrdou ruku a snaží se to redigovat, aby byla uchována taková ta legenda, ten dojem z Bertolda Brechta. Quelle était la réaction en Allemagne sur la maîtresse des Il n'est toujours pas traduit en Allemagne, parce qu'il y a eu un malentendu entre mon éditeur qui a voulu absolument que ça soit publié justement dans la maison qui publie Brecht. Et évidemment, ils ont gardé le livre pendant 2 ans. Ils ont pris une option, ce qu'on appelle. Ils ont gardé le livre pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, c'est très difficile. Donc, il est traduit dans 77 pays, mais pas en Allemagne. Do němčiny tedy ještě přeložena nebyla, ale to je způsobeno nedorozuměním, které jsem měl s vydavatelem, který vlastně vydával i Bertoldovy knihy, a oni si tam vlastně tu knihu 2 roky nechali, ale nevydali, takže přestože je vydaná zhruba v 70 dalších zemích světa, tak v Německu vydaná není. Je vais ajouter quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faut savoir que quand il était en Californie, aux États-Unis, Bertolt Brecht a été espionné par le FBI, mais jour après jour, et qu'un éditeur américain a publié les comptes rendus. Maintenant, on peut les consulter, les comptes rendus des gens du FBI qui se mettaient devant la villa de Brecht, ils notaient les gens qui entraient et ils faisaient demander à une des cuisinières dans la villa de faire des rapports sur quand ils voyaient Charlie Chaplin, quand ils voyaient Fritz Lang, quand ils voyaient Peter Lorre et quand ils voyaient d'autres exilés allemands. Et qu'on retrouve le même style dans le FBI et les mêmes accusations de sans doute d'un double jeu chez Brecht, comme il y a eu sentiment que cet homme était, était trop complexe et sans doute à triple intention politique, et qu'on retrouve un peu les mêmes rapports aux États-Unis qu'en RDA. Il y a les mêmes soupçons et les mêmes méfiances que cet homme était inattrapable et que cet homme était sans doute en train de trahir tout le monde par la complexité même de sa pensée. Ještě taková poznámka. Bertolt Brecht strávil několik let v Kalifornii a tam byl vlastně sledován FBI a existuje o něm i složka v FBI, která je nyní už přístupná, a tam je vlastně vidět, že oni sledovali tu jeho vilu a zaznamenávali každého, kdo k němu přišel, a potom se dotazovali kuchařky, kdo to byl, aby, nebo tedy co se tam dělo, takže zvláště pokud šlo o další vlastně vystěhovalce z Německa, jako Charlie Chaplin nebo Fritz Lang, tak o ty se nejvíce zajímali. No, je takové ironické, že Bertolt Brecht byl v podstatě neuchopitelný, že jak v Americe byl sledován, tak i potom ve východním Německu, a pokaždé byl podezírán z nějakých politických, v podstatě z politické odporu proti tomu režimu, a musel tedy být sledován. A tato dvojí hra je tedy potom přítomná i v té jeho tvorbě. Tak asi další otázky, jestli je čas? Poslední. Tak. Poslední otázku tedy. Já bych se vás zeptal, vy aspoň v tom úryvku, co jsme viděli, hodně vlastně práce si dáváte s vyučením toho, jak to tam vypadá a jak ti lidi vypadají, co mají oblečený, co mají nohary, co mají, jaký mají účes. A úplně vlastně se nezabýváte, nebo asi schválně se nezabýváte tím, co si vlastně myslí, nebo aspoň tak jsem to pochopil. Takže bych se chtěl zeptat, jestli to tak je pravda, jestli je to tak v celé knize a jestli je to záměr. J'ai remarqué que dans cet extrait, il y a beaucoup de descriptions des lieux, des personnages, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de descriptions des pensées des gens.
Donc je voudrais demander si j'ai bien remarqué votre intention, ou si c'est vrai, et si tout le livre est écrit de cette façon. Alors, il y a énormément de descriptions de tous les lieux. La maison de Brecht, parce qu'il a changé de demeure plusieurs fois, et je préfère m'en tenir à des véritables phrases qu'il a, et notamment il y a les phrases que je lui fais dire, elles sont toutes dans son journal de travail. Mais je ne veux pas me substituer à sa pensée. Ça, c'est impossible. Enfin, moi, je ne peux pas. Je ne suis pas Tolstoï, et je pense qu'il faut faire très attention et s'en tenir à des faits très très simples et très objectifs. En revanche, je me suis permis, dans la fin du livre, de me mettre à la place de Maria Esch, comme Flaubert s'est mis à la place de Madame Bovary, parce que personnage quand même inspiré d'une comédienne réelle, mais quand même j'ai mis beaucoup de moi. Voilà, sur au fond le thème de la désillusion culturelle, quand au fond une culture se met uniquement au service d'une politique. No, je to pravda, je tam zvláště hodně popisů míst, protože Bertolt Brecht se i víckrát stěhoval, takže jsem tam popisoval také často tam ty místa, kde bydlel. A v podstatě já se snažím spíše být objektivní a psát to, o čem vím, že je pravdivé. A v podstatě všechny ty myšlenky, které jsem tam byly v té ukázce, tak ty jsou vyňaty z toho jeho pracovního deníku, tam jsem si nic nevymyslel, nejsem Tolstoj, abych dokázal nahlížet mu do hlavy Bertoldu Brechtovi. A pouze na konci, tam u té postavy Marie Eisch, tam v podstatě stejně jako Flaubert se vciťuje do paní Bovaryové, tak já jsem se vcítil do ní, protože i když je inspirovaná několika herečkami, tak přesto jsem do ní dal hodně za sebe. A tam vlastně ona řeší tu svoji beznaděj a tu kulturní deziluzi, kdy zjišťuje, že kultura je v podstatě jenom politickým nástrojem. V té chvíli jsem tedy více se zaměřil na ty myšlenky. Takže děkujeme za to, že jste přišli, že jste si poslechli a přečetli tento úryvek a mohli poznat Jacquesa Pierra Ameta. A pokud se vám večer líbil, pokud se vám večer líbil, tak i v dalších dnech bude tady probíhat pokaždé v 7 hodin čtení dalších francouzských autorů. Děkujeme. Dobře.